Mon billet. Pour Cissé Bakongo, le président Thiam ne peut pas être président dans des quartiers, a fortiori président de la Côte d'Ivoire, pour avoir dit ceci. Il y a 18 mois que je suis ici. Tous les jours, merci. Tous les jours, merci. Tous les jours, merci. Regardez celui-là, c'est un merci d'Arthur Banga. Donc, est-ce que quelqu'un qui s'assoit à la télévision nationale, il a assis devant la télévision nationale, il parle au monde entier, le monde entier le coup, à travers la télévision et les réseaux sociaux, et puis il dit qu'un de ses compatriotes est un imbécile. Il dit le mot imbécile à un de ses compatriotes. Est-ce que lui a eu mérite d'être là? Est-ce qu'il mérite de faire le débat? Lui a été président. Il a accepté que quelqu'un comme ça président. Maintenant, il ne peut pas être président de quartier. Il ne peut pas être président de quartier. Il ne peut pas être président de quartier. Et pourtant, son candidat, M. Ouattara, a été président, pour ne pas dire qu'il est le président de la Côte d'Ivoire, avec ces éléments que nous voyons. Dire à Progrébé. Ça fait 8 ans qu'elle ressasse. Non, ça fait 8 ans qu'elle ressasse la même chose. Raison de plus pour avancer. On nous a imposé la guerre, Alassane nous a imposé la guerre, on nous a imposé la guerre. Je voudrais dire à Progrébé que le président Félix Houphouët-Boigny a dirigé ce pays pendant 40 ans, il n'y a jamais eu de guerre. Le président Henri Konan Bédié a dirigé le pays pendant 6 ans, il n'y a pas eu de guerre. Le président Gueye Robert a dirigé ce pays pendant 9 mois, il n'y a pas eu de guerre. À peine le président Gbagbo est arrivé au pouvoir, à peine 2 ans, il y a eu la guerre. Écoutez, c'est la faute à qui? Si le président Gbagbo ne s'est pas organisé pour faire en sorte que nous ne puissions pas en arriver là. Je vais répondre rapidement et c'est très intéressant ce débat. Ah oui, c'est très intéressant. Alors les Ivoiriens vont savoir où se trouve la vérité. Tout à fait. Le président Houphouët-Boigny a géré ce pays pendant 40 ans, il n'y a pas eu de guerre. Le président Bédié a géré ce pays pendant 6 ans, il n'y a pas eu de guerre. Mais madame, il y a eu un coup d'état perpétré par Alassane Draman Ouattara qui a annoncé ce pouvoir moribond. Ce pouvoir moribond, je le ferai. Ce n'est pas une j'ai des preuves. J'ai des preuves. Ah non, on va y aller. Oui, c'est vous qui avez dit qu'on laissez-moi parler, je vais le dire. Avant qu'on je vous ai écouté. Pendant 40 ans de pouvoir, il n'y a pas eu de guerre. 6 ans de pouvoir de Bédié, il n'y a pas eu de guerre, mais il y a eu un coup d'État perpétré par Alassane Draman Ouattara. Et il a dit, avant de le faire, et il le dit toujours, il annonce, il a dit, ce pouvoir moribond, je le frapperai et il tombera et je rentrerai dans mon pays avant la fin de l'année. C'est la preuve. Voilà, j'arrive. Il a frappé ce pouvoir et le pouvoir est tombé. Le 7 décembre 1993, nous avons frôlé la catastrophe. Chers amis ivoiriens, le 7 décembre 1993, c'est la mort de feu Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Et ce jour-là, M. Draman Ouattara a refusé de faire appliquer l'article 11 de la Constitution qui disposait qu'en cas de vacances de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim du président de la République. Quand Houphouët est mort, M. Alassane Draman Ouattara a refusé. C'est de là, que la guerre est venue. Si vous êtes jeune, mais le 7 décembre au soir, Bédié, après une course-poursuite, a dû venir à la télévision ivoirienne, ici, pour dire, chers compatriotes, je vous annonce que le président Houphouët-Boigny est mort. Je suis votre nouveau président. Je vous demande de vous mettre tous à ma disposition. Monsieur Bachi, vous pouvez trouver le film. Et ça veut dire que M. Alassane Ouattara a refusé? S'il vous plaît. C'est parce qu'il a refusé. Il y a des gens qui vivent encore, qui ont dû interpeller, qui vivent encore, qui ont interpellé M. Alassane Draman Ouattara avant qu'il accepte de donner sa démission. Des ministres comme Bombay, le ministre Bombay, le ministre Essi Amara, le ministre Akele, ces trois-là ont déposé leur démission pour obliger M. Alassane Draman Ouattara à céder le fauteuil. Ça, ce sont des choses qu'on peut vérifier. En 1993, comme vous l'avez dit, le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble,
ont voulu empêcher l'application de la Constitution. Oui. C'est comme aujourd'hui, encore le Conseil constitutionnel. Oui. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Oui. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. Oui. En 1993, oui. quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, je vous dis la vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État, oui. Parce que dans notre Constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, oui. n'est-ce pas, m'a appelé, oui. a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Et je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi, j'ai dit non. Parce que moi, je suis pour la Constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Donc, Nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Vous comprenez? Oui, monsieur. C'est pourquoi moi, je suis un homme de la Constitution. Lorsque M. Gbagbo a été élu en 2000, j'ai reconnu M. Gbagbo, alors que les candidats du PDC avaient été rejetés par la Cour suprême. Mais j'ai reconnu, parce que je dis toujours de 2 mots, il faut choisir le moindre. Oui. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne doivent pas prendre la voie des troubles en Côte d'Ivoire. D'après, vous voyez, perdons du temps. Depuis 2000, nous sommes dans les troubles jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais voulu laisser M. Gbagbo gouverner correctement et conformément à la Constitution notre pays. Eh bien, j'ai reconnu le régime en 2000. Le président Gbagbo a été le premier à proposer un gouvernement d'ouverture. Le PDCI que je dirigeais a eu 4 ministres. On a proposé 7 ministres à M. Ouattara. Il a refusé. Alors, vous voyez, donc, un monsieur comme ça, aujourd'hui, qui a refusé la coopération en l'an 2000, parce qu'il n'était pas élu président de la République, parce que sa candidature avait été rejetée. Bon, je peux douter de sa volonté de dialogue aujourd'hui. Mais moi, je vous dis... Il veut le pouvoir par tous les prix, lui, alors. Quand vous expliquez tout ça, ça veut dire que... Oui, mais quand vous... Parce que vous m'avez dit, vous ne voulez pas... Vous n'êtes pas dévoré par une ambition démesurée. Et vous me demandez si mon autre frère le serait. Je vous cite des faits. Et je vous laisse tirer vous-même les conclusions. Le Nord, il n'y a personne. Au Nord, nous ne sommes pas peuplés. Je suis du Nord. Et moi, je ne suis pas un nordiste fabriqué. Je suis un nordiste authentique. Lui, il est fabriqué alors. Vous voyez, regardez sur mes joues. Je porte la carte d'identité du Nord, de la région dont je suis. Donc, ça ne se discute pas. Mais dans lui, il est discutable alors. Je ne sais pas s'il est discutable. On a clos ce dossier-là. D'accord. Voilà. Mais ce qui n'est pas clos, c'est qui a gagné les élections. Moi, je vous dis,
Les 54% dont vous parlez, moi, je ne les reconnais pas et je ne les connais pas. Cette affaire est un coup monté, grotesque et même vraiment inintelligent. Oui. Moi, je trouve ça vraiment inintelligent. Donc vous pensez que la France voulait organiser un coup d'État chez vous, constitutionnel, un coup d'État sans armes? Mais moi, pas seulement, je ne crois pas, je suis sûr. Je suis sûr. J'ai dit, oui, pour moi, avant même les élections, oui, M. Sarkozy, le président de la République française, avait décidé qui serait président de la République en Côte d'Ivoire. Depuis l'élection de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, les autorités françaises ne l'ont jamais accepté. De la crise ivoirienne, elle a commencé par un coup d'État en 2002 qui a été mué en rébellion et qui a occupé la moitié nord du pays. Ça s'est achevé, ce coup d'État-là, par une guerre en 2010. Première question, qui a armé ces rebelles? Puisque la Côte d'Ivoire, ni le Burkina où l'entraînement a eu lieu, eh bien ne fabrique des armes. Qui a financé ces rebelles? Parce que le chef rebelle, Soro Diom, qui est un étudiant, entre nous, un étudiant non boursier, je le précise. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut financer des achats d'armes. Qui les a entraînés? Parce que pour tirer quand même, il faut un minimum d'entraînement. On sait où ils ont été entraînés, par qui aussi on le sait. Donc lorsqu'on s'interroge sur qui a financé, qui a armé, qui a entraîné, qui les a transportés, les convoyés jusqu'à attaquer la Côte d'Ivoire, qui les a nourris pendant 8 ans, parce que ça coûte quand même cher d'entretenir une armée. Tous les pays savent combien ça coûte d'entretenir une armée. Et donc lorsqu'on finit de se poser toutes ces questions-là, eh bien la réponse part non seulement de M. Ouattara et de sa rébellion, en passant par le Burkina et de M. Blaise Compaoré, et atterrit en France. Parce qu'une armée, une arme pour qu'elle soit diffusée au Burkina jusqu'en Côte d'Ivoire, eh bien, ça passe toujours par les accords de coopération militaire que la Côte d'Ivoire et le Burkina ont signé avec la France. En termes clairs, il ne pourrait pas avoir de rébellion en Côte d'Ivoire sans l'accord de la France qui a livré ces armes-là par l'intermédiaire de ses prédateurs et de ses alliés africains. Donc pour moi, il est clair que quand on prend le financement et l'origine des armes, on identifie les complices de la rébellion en Côte d'Ivoire, avec en tête la France. Et donc, lorsqu'on arrive à une telle situation, eh bien, il est bien évident qu'on ne peut qu'aboutir à une justice des vainqueurs. Parce que condamner le pauvre Soro Diom et ses alliés, c'est condamner aussi la France. Est-ce que la France est prête à se présenter à la Cour pénale internationale pour se justifier devant tous ces massacres? Cour pénale internationale qu'elle n'est même pas prête à accepter, puisqu'elle n'est pas signataire du statut de Rome. Et donc, on ne peut pas condamner un camp, parce que ceux qui doivent condamner sont co-auteurs indirects de la rébellion, et on s'encharne contre un seul camp, parce que ceux-là ont résisté à cette France-Afrique-là, qui s'est armée contre la Côte d'Ivoire parce qu'on ne voulait pas d'un seul homme, c'est-à-dire M. Laurent. Mais justement, quand je décrivais le processus de financement de la rébellion, en 2002, il y a un journaliste franco-canadien qui était en Côte d'Ivoire du nom de Kiffer. Il avait annoncé en 2002, je crois dans les mois de juillet, sous un pseudonyme, que la Côte d'Ivoire va faire l'objet d'une attaque de rebelles parce que un opérateur du secteur cacao-café a financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA l'entraînement des rebelles au Burkina Faso. Cet opérateur économique, eh bien, anime une société de cacao qui a été fondée par des Français et des Américains, c'est-à-dire ceux qui ont fait la guerre du cacao contre Houphouët-Boigny en son temps. Et donc c'est ceux-là qui ont créé une société qui est venue et qui a financé à hauteur de 30 milliards une rébellion en Côte d'Ivoire. Mieux, lorsque cette cohorte de rebelles a été déversée sur la Côte d'Ivoire, eh bien cet opérateur a pris le soin, avant même l'attaque, par un délit d'initié évidemment, de constituer un stock de 200 000 tonnes de cacao aux États-Unis. Et donc lorsque la guerre a éclaté et que le cacao ne pouvait plus sortir des champs, parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, eh bien la pénurie créée par les rébellions en Côte d'Ivoire a fait augmenter les prix. Donc les 200 000 tonnes qui avaient été stockées au préalable ont pris de la valeur. Et celui qui a financé la guerre s'est remboursé automatiquement sur la valeur prise par la pénurie artificielle qui a été créée. Donc voilà comment est-ce que par l'utilisation de l'arme du cacao, bien on finance une rébellion et on déstabilise un pays. Mais tout ceci ne pouvait pas se faire sans alliance entre cette société-là et l'État français pour pouvoir autoriser le convoi des armes en Côte d'Ivoire. Vous savez, le rapport Védrine
du nom d'un des anciens ministres français, a déclaré que l'Afrique est l'avenir de la France. Alors que pour nous, Africains dignes, la France est le passé de l'Afrique. Un passé qui a été fait d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation. Aucun Africain n'a envie de revivre ce spectre. Donc pour nous, c'est notre passé. Et l'Afrique est en train de s'organiser pour assumer sa pleine souveraineté sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan technique, sur le plan monétaire, sur tous les plans. Et donc cette prise en main du développement de l'Afrique par les Africains et pour les Africains, eh bien, est en déphasage avec le fait que l'Afrique doit toujours se mettre dans l'avenir encore au service de la France. Et donc tous les mouvements souverainistes africains aujourd'hui ont le choix entre résister, c'est-à-dire faire face à l'agression de la France-Afrique, ou s'aligner à la France-Afrique. J'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales, et j'en suis heureux. Que le Conseil constitutionnel statue sur l'irrégularité du mandat actuel du président de la République, c'est lui-même qui l'a cherché. Dans sa constitution, il a mis qu'il faut être exclusivement ivoirien. On se demandait à quoi ça répondait. Quand on est ivoirien pour nous. Mais avec l'exercice et le précédent Thiam, nous nous rendons compte que lui-même est dans le même cas. Il est ivoirien. Et nous savons qu'il a une autre nationalité, qui est la nationalité burkinabé. Mais à quel moment il a renoncé à cette nationalité, personne ne sait. Il n'y en a aucune preuve. Nous avons fait toutes les recherches possibles. S'il y en a, c'est normal qu'un citoyen ivoirien, de surcroît candidat, puisse appeler à l'invalidation de la candidature d'un autre qui pense qu'il ne doit pas être là-bas. C'est la loi qui nous donne ce droit. À lui maintenant de venir... Il est prouvé qu'il a eu la nationalité burkinabé, qu'il en a joui, mais il n'est pas prouvé qu'il y a renoncé. Nous demandons simplement qu'il nous apporte les preuves de sa renonciation, de sorte à avoir la qualité d'ivoirien exclusive selon la Constitution, pour pouvoir être candidat à cette élection qui vient. Mais déjà, s'il ne répond pas à ça, ça veut dire qu'il a été irrégulièrement candidat en 2020. Voici la conséquence. Donc nous attendons seulement que le Conseil constitutionnel dise le droit, rien que le droit. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. Et tout le monde pourra être candidat. Et les Ivoiriens choisiront le candidat à même de répondre au mieux à leurs préoccupations. Donc arrêtons de faire peur aux Ivoiriens par des langages vraiment irresponsables et je dirais même irrespectueux. Parce que c'est croire que les Ivoiriens ont oublié ce qui s'est passé en 2010. Mais voyez-vous, nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé en 2010. Un mandat illégal, le troisième, il veut en faire un quatrième. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Et j'ai regardé l'autre jour, j'écoutais la radio et j'entends que son parti veut organiser une marche pour le quatrième mandat. J'ai dit,
Voilà les gens qui veulent nous donner la nourriture. Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours pour dire non au 4e mandat. Si vous n'êtes pas des modèles, vous allez créer la chienlit dans ce pays. Et ça, je sais que nous avons vécu une crise qui est terrible. Parce que nous avions un pays désordonné. Une bataille à mort. Vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même possible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Pour ceux qui sont en bas, il y a 4 poudrières actuellement à Angré. Il n'y a pas d'élection, ils ont préparé la guerre, les hommes sont armés et ils attendent. Tout est prêt de Boaké à Angré. La maison d'Assal faut faire partie des poudrières. L'ancienne deuxième maison d'Ahmed Bagayougou en face de sa maison, sa famille vide, il y a une deuxième poudrière. Il y a 3e poudrière qui est gérée par un ancien colonel de l'armée française qui est conseiller du président Ouattara. Toutes les poudrières civiles sont là, comme il avait fait la maison de Soul-Toussoul, comme une poudrière à Boaké. Tout est fait, il n'y a pas d'élection. Je vous informe pour que vous vous préparez.